Le 15 septembre 2020, un drone de surveillance de la police nationale survole le quartier résidentiel de Sainte-Luce, à Nantes, pour une enquête de routine sur un cambriolage. À 15 mètres d'altitude, l'appareil équipé d'une caméra thermique détecte une anomalie dans le jardin d'une maison abandonnée rue des Tilleuls. Le sol présente une température différente du reste du terrain, formant un rectangle parfait de 3 mètres sur 4. Cette découverte va révéler l'une des affaires criminelles les plus troublantes de Loire-Atlantique. Le sort de la famille Chevalier, volatilisé sans laisser de traces 16 ans plus tôt. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Nantes, septembre 2004. La ville connaît une période de croissance économique importante. Le tramway moderne traverse désormais les rues historiques, reliant les nouveaux quartiers résidentiels au centre-ville. Dans le paisible quartier de Sainte-Luce, les maisons individuelles avec jardin attirent les familles de classe moyenne qui travaillent dans l'administration ou les entreprises locales. Marc Chevalier, 45 ans, habite au 47 rue des Tilleuls, avec sa famille depuis 8 années. Comptable principal à la direction des finances de la mairie de Nantes, il s'occupe notamment du contrôle des budgets alloués aux travaux publics. Homme méticuleux et discret, Marc a gravi les échelons par son sérieux et sa parfaite connaissance des procédures administratives. Ses collègues le décrivent comme quelqu'un de rigoureux, parfois trop pointilleux sur les détails financiers. Claire Chevalier, 42 ans, enseigne les mathématiques au collège Aristide Briand, établissement situé à 10 minutes en voiture de leur domicile. Femme énergique et souriante, elle s'implique activement dans la vie scolaire et organise régulièrement des sorties pédagogiques pour ses élèves. Les parents d'élèves l'apprécient pour sa disponibilité et sa pédagogie bienveillante. Le couple a 3 enfants. Antoine, 15 ans, élève en seconde au lycée Clemenceau, excellent en sciences et passionné d'informatique. Il passe ses soirées à programmer sur l'ordinateur familial et rêve d'intégrer une école d'ingénieur. Léa, 12 ans, en 5e au collège où enseigne sa mère, brille par ses résultats scolaires et sa passion pour la lecture. La fillette dévore plusieurs romans par semaine et écrit ses propres nouvelles dans un carnet secret. Julien, 8 ans, élève de CE2 à l'école primaire du quartier, déborde d'énergie et collectionne les figurines de dinosaures avec une précision scientifique impressionnante. La famille Chevalier mène une existence paisible et prévisible. Marc part chaque matin à 8 heures précises pour la mairie, Claire emmène Julien à l'école avant de se rendre au collège, Antoine prend le bus pour le lycée et Léa rejoint sa mère à vélo. Les week-ends se passent entre sorties familiales au Jardin des Plantes, visites aux grands-parents maternels à Saint-Nazaire et barbecue avec les voisins dans leur jardin soigneusement entretenu. Les voisins décrivent les Chevaliers comme une famille unie et discrète. Madame Blanchard, retraitée de 68 ans qui habite la maison mitoyenne, échange régulièrement des politesses avec Claire, par-dessus la haie qui sépare leurs propriétés. Elle garde parfois Julien quand ses parents ont des obligations professionnelles tardives. Monsieur et Madame Leroy, couple de quadragénaires, résidant en face, entretiennent des relations cordiales avec les Chevaliers depuis leur emménagement. Leurs enfants, du même âge que Léa et Julien, jouent ensemble dans la rue tranquille les soirs d'été. Samedi 18 septembre 2004, 6 heures du matin. Marc Chevalier se réveille plus tôt que d'habitude. Depuis une semaine, il examine des documents comptables qui l'intriguent. Des factures de travaux publics présentent des montants inhabituels pour des chantiers qu'il ne parvient pas à localiser précisément sur les plans de la ville. En tant que responsable du contrôle budgétaire, il connaît chaque projet d'aménagement urbain, chaque réfection de voirie, chaque installation d'équipement municipal. Vendredi soir, il a découvert une série de paiements effectués à l'entreprise Bâti-Loire pour des travaux d'aménagement secteur Est d'un montant total de 400 000 €. Pourtant, aucun projet de cette ampleur n'est programmé dans cette zone selon les documents officiels qu'il possède.
Marc a tenté de joindre Yves Lamotte, directeur financier municipal, mais celui-ci était en déplacement professionnel à Paris jusqu'au lundi suivant. Ce samedi matin, Marc décide de se rendre discrètement sur les sites mentionnés dans les factures pour vérifier l'existence réelle des travaux. Il note soigneusement les adresses dans un carnet et range les photocopies des documents dans sa mallette. Claire, encore endormie, marmonne une vague approbation quand il lui explique qu'il doit vérifier quelque chose au bureau. À 7h15, la Citroën Xara grise de Marc quitte l'allée du 47 rue des Tilleuls. Madame Blanchard, qui arrose ses géraniums, le salue d'un signe de main. Marc lui répond par un sourire et un geste de la main. C'est la dernière fois qu'un voisin voit un membre de la famille Chevalier vivant. 9h30. Claire se réveille et trouve étrange que Marc ne soit pas encore rentré. Elle prépare le petit déjeuner pour les enfants qui regardent les dessins animés du samedi matin. Antoine aide sa mère à dresser la table. Léa lit un livre de Jules Verne. Julien aligne ses dinosaures sur le canapé du salon en expliquant leurs caractéristiques à sa sœur. 10h45. Le téléphone fixe de la cuisine sonne. Claire décroche et entend une voix masculine inconnue demander à parler à Marc. L'homme se présente comme un collègue, sans donner son nom. Quand Claire explique que son mari est absent, la communication se coupe brusquement. Elle trouve cet appel étrange, mais n'y accorde pas plus d'importance. Midi passé, Marc n'est toujours pas rentré. Claire commence à s'inquiéter et compose le numéro de son portable. Après plusieurs sonneries, elle tombe sur la messagerie vocale. Elle laisse un message. « Marc, c'est moi. Tu devais rentrer pour le déjeuner. Les enfants t'attendent. Rappelle-moi quand tu auras ce message. » 14h. Toujours aucune nouvelle. Claire appelle le bureau principal de la mairie, mais le standard automatique l'informe que les services administratifs sont fermés le week-end. Elle ressent une angoisse grandissante qu'elle tente de dissimuler aux enfants. 15h30. Antoine remarque l'inquiétude de sa mère et propose d'aller faire un tour en ville avec Léa et Julien pour rechercher la voiture de leur père. Claire accepte, pensant que cela occupera les enfants et lui donnera le temps de réfléchir calmement. Les 3 enfants partent à vélo, Antoine portant Julien sur le siège arrière de son VTT. Ils se dirigent vers le centre-ville en empruntant l'itinéraire habituel que prend leur père pour se rendre au travail. Ils vérifient le parking de la mairie, les rues adjacentes, les cafés où Marc s'arrête parfois le samedi matin pour acheter des croissants. Aucune trace de la Citroën grise. 17h. Les enfants rentrent bredouilles. Claire a téléphoné aux grands-parents, aux beaux-parents, aux quelques amis proches de Marc. Personne ne l'a vu, ni n'a eu de ses nouvelles. L'angoisse se transforme en véritable panique. 18h45. Claire prend la décision d'appeler la police. Elle compose le numéro du commissariat central de Nantes et explique la situation à l'agent de permanence. Celui-ci lui explique qu'il faut attendre 48 heures avant de déclarer officiellement une disparition, sauf circonstances particulières. Marc étant adulte et sa voiture ayant disparu avec lui, il s'agit probablement d'une absence volontaire temporaire. Dimanche 19 septembre, 8h du matin. Marc n'est pas rentré de la nuit. Claire n'a pas fermé l'œil, guettant le bruit du moteur dans l'allée. Les enfants sont silencieux et inquiets. Antoine tente de rassurer sa mère en suggérant que leur père a peut-être eu un problème de voiture et dort dans un hôtel. 10h. Claire retourne au commissariat central, accompagnée des 3 enfants. Elle insiste pour porter plainte, expliquant que Marc ne disparaîtrait jamais sans prévenir, qu'il est un homme d'habitude et de responsabilité. Le brigadier-chef Martin prend sa déposition et ouvre un dossier de disparition inquiétante. Lundi 20 septembre, 5h du matin. Claire n'a pas dormi de la nuit. Elle descend à la cuisine pour préparer du café et trouve un détail qu'elle n'avait pas remarqué. La mallette de Marc n'est plus sur la console de l'entrée où il la pose habituellement en rentrant du bureau. Elle fouille toute la maison mais ne la trouve nulle part. 7h. Les enfants doivent se préparer pour l'école. Claire hésite à les y envoyer, mais Antoine insiste en disant qu'ils ne peuvent rien faire de plus à la maison et que rester occupés les aidera à moins penser. Léa et Julien sont d'accord. Claire appelle sa direction pour signaler qu'elle ne pourra pas assurer ses cours, invoquant un problème familial urgent.
8h30. Le capitaine Sylvain Mercier, 43 ans, 20 années d'expérience dans la police judiciaire, prend en charge l'enquête sur la disparition de Marc Chevalier. Premier réflexe. Faire diffuser le signalement du véhicule à toutes les patrouilles de Loire-Atlantique et des départements limitrophes. 10 heures. Mercier se rend au domicile familial pour interroger Claire et examiner les lieux. La maison ne présente aucun signe d'effraction ou de lutte. Tout semble parfaitement normal, à l'exception de l'absence de la mallette de Marc. Claire remet au capitaine une photo récente de son mari et la description précise de ses vêtements du samedi matin. Jean bleu, chemise blanche, veste en cuir marron. 11h45. L'équipe d'enquête interroge les voisins. Madame Blanchard confirme avoir vu Marc partir vers 7h15 samedi matin. Elle précise qu'il lui a semblé préoccupé, moins souriant que d'habitude. Aucun autre voisin n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal. Les premières semaines qui suivent la disparition de Marc transforment radicalement l'existence de la famille Chevalier. Claire, en arrêt maladie depuis le 20 septembre, passe ses journées entre le commissariat central et les recherches personnelles. Elle imprime des centaines d'affiches avec la photo de Marc et les placarde dans toute la ville, des arrêts de bus aux devantures des commerces. L'enquête officielle progresse lentement. Le capitaine Mercier et son équipe vérifient méthodiquement tous les hôpitaux de la région, interrogent les collègues de Marc à la mairie, examinent ses relevés bancaires. Aucun retrait d'argent n'a été effectué depuis le vendredi 17 septembre. Sa carte de crédit n'a pas été utilisée. Son téléphone portable reste injoignable, probablement éteint ou hors de portée réseau. Yves Lamotte, directeur financier municipal, revenu de son déplacement parisien, se montre très coopératif avec les enquêteurs. Il confirme que Marc était un employé exemplaire, consciencieux et intègre. Il explique que Marc lui avait effectivement laissé un message vendredi soir concernant des vérifications à effectuer sur des dossiers de travaux, mais sans préciser lesquels. Lamotte affirme n'avoir remarqué aucun comportement inhabituel chez son subordonné ces dernières semaines. 3 semaines après la disparition, la Citroën Xara de Marc est retrouvée dans un parking souterrain du centre commercial Atlantis à Saint-Herblain, commune limitrophe de Nantes. Le véhicule est fermé à clé, sans trace d'effraction. À l'intérieur, les enquêteurs trouvent la veste en cuir de Marc soigneusement pliée sur le siège passager, mais aucune trace de sa mallette. Les caméras de surveillance du parking sont en panne depuis 1 semaine, selon le responsable de la sécurité. Cette découverte relance l'enquête. Le centre commercial Atlantis, inauguré en 2001, attire quotidiennement des milliers de visiteurs. Marc aurait-il eu rendez-vous avec quelqu'un dans ce lieu public? Les enquêteurs interrogent le personnel des magasins, examinent les factures de cartes bancaires des achats effectués ce samedi 18 septembre, visionnent les enregistrements des caméras extérieures. Aucun élément ne permet d'établir la présence de Marc dans le centre commercial. Claire refuse d'accepter l'hypothèse d'un départ volontaire avancée par certains enquêteurs. Elle connaît son mari depuis 22 ans. Ils se sont mariés jeunes et ont construit leur vie ensemble. Marc adorait ses enfants et n'aurait jamais abandonné sa famille. Elle organise des battues avec des bénévoles dans les bois et les zones industrielles autour de Nantes. Ces recherches, menées chaque week-end pendant 2 mois, ne donnent aucun résultat. Antoine, l'aîné des enfants, réagit à la disparition de son père en se plongeant obsessionnellement dans ses études et ses projets informatiques. Il passe ses soirées à programmer, développe un site web dédié aux personnes disparues en Loire-Atlantique et tente de pirater les bases de données publiques pour trouver des informations sur Marc. Sa mère découvre ses activités et lui interdit de continuer, craignant qu'il s'attire des problèmes judiciaires. Léa, 12 ans, développe des troubles anxieux sévères. Elle fait des cauchemars récurrents, refuse de dormir seule dans sa chambre et s'installe chaque soir dans le lit de sa mère. Ses résultats scolaires, excellents auparavant, chutent drastiquement. Elle perd l'appétit et maigrit de façon inquiétante. Claire l'emmène consulter un psychologue spécialisé dans l'accompagnement des enfants en situation de trauma. Julien, le plus jeune, traverse une phase de déni total.
Il continue d'attendre son père chaque soir, préparant ses dessins pour les lui montrer. Il refuse catégoriquement d'écouter les explications de sa mère sur la disparition et affirme avec certitude que Marc reviendra bientôt. Il développe des rituels obsessionnels, ranger ses dinosaures dans un ordre précis, vérifier 10 fois que la porte d'entrée n'est pas verrouillée pour que papa puisse rentrer. Les grands-parents maternels, Georges et Micheline Garnier, retraités habitant Saint-Nazaire, proposent à Claire de s'installer chez eux temporairement avec les enfants. Claire refuse, persuadée que Marc reviendra et qu'il doit pouvoir retrouver sa famille au domicile conjugal. Elle réduit ses arrêts maladie et reprend progressivement son travail à mi-temps, autant pour des raisons financières que pour tenter de retrouver un semblant de normalité. Décembre 2004. 3 mois après la disparition, l'enquête officielle marque le pas. Le capitaine Mercier avoue à Claire qu'en l'absence de nouveaux éléments, le dossier va être classé en disparition inquiétante non élucidée. Les recherches actives s'arrêtent, mais le dossier reste ouvert et toute information nouvelle sera prise en compte. L'année 2005 commence dans la douleur pour la famille amputée. Claire entame une procédure de déclaration d'absence auprès du tribunal, démarche longue et complexe qui lui permettrait de gérer seule les affaires courantes et de toucher la pension de veuve si Marc était déclaré décédé. Cette procédure ne pourra aboutir qu'après plusieurs années d'absence sans nouvelles. Les voisins, initialement très solidaires et présents, reprennent peu à peu leurs habitudes. Madame Blanchard continue de prendre des nouvelles régulièrement, mais les autres habitants de la rue des Tilleuls évitent progressivement les contacts. La disparition inexpliquée de Marc met mal à l'aise, comme si un malheur de cette ampleur pouvait être contagieux. Été 2005. Claire prend la décision de vendre la maison familiale. Les souvenirs sont trop lourds, l'entretien du jardin et de la propriété trop compliqué pour une femme seule avec 3 enfants. Elle trouve un appartement plus petit dans le quartier Haut-Pavé, permettant aux enfants de conserver leurs repères scolaires tout en réduisant les charges. Le déménagement a lieu fin août 2005, 1 an presque jour pour jour après la disparition. Claire garde précieusement toutes les affaires de Marc dans des cartons étiquetés, incapable de s'en séparer. Elle laisse ses coordonnées à tous les voisins et affiche un panneau avec ses nouvelles coordonnées dans la boîte aux lettres du 47 rue des Tilleuls. La maison, mise en vente par l'agence immobilière nantaise Patrimoine, reste inoccupée pendant plusieurs mois. Les acheteurs potentiels se montrent réticents en apprenant l'histoire de la disparition. Finalement, en mars 2006, la propriété est acquise par un couple de retraités parisiens, les Moreau, qui souhaitent se rapprocher de leurs enfants installés en Loire-Atlantique. Les nouveaux propriétaires entreprennent d'importants travaux de rénovation. Ils modernisent la cuisine, refont entièrement les salles de bain, installent une nouvelle chaudière. Le jardin est réaménagé avec des massifs de fleurs et un petit potager. Monsieur Moreau, ancien ingénieur du bâtiment, supervise personnellement tous les travaux. Il fait creuser une fosse septique moderne dans le fond du jardin pour remplacer l'ancien système d'assainissement. De 2006 à 2015, l'affaire Chevalier sombre progressivement dans l'oubli. Claire et ses enfants reconstruisent à leur vie tant bien que mal. Antoine, brillamment reçu au baccalauréat scientifique, intègre l'école centrale de Nantes et se spécialise en informatique et télécommunications. Léa, surmontant ses troubles post-traumatiques grâce à un suivi psychologique régulier, retrouve le goût des études et se dirige vers des études littéraires. Julien, devenu adolescent, garde une passion intacte pour les sciences naturelles et envisage des études de biologie. Claire, 48 ans en 2010, reprend une vie sociale timide. Elle rejoint une association d'aide aux familles de personnes disparues et devient bénévole pour accompagner d'autres personnes confrontées à des situations similaires. Son expérience personnelle et sa formation d'enseignante font d'elle une interlocutrice précieuse pour les familles en détresse. Le dossier de Marc reste officiellement ouvert au commissariat central, mais aucun élément nouveau n'est venu alimenter l'enquête. Le capitaine Mercier, parti à la retraite en 2012, a transmis le dossier à ses successeurs,
mais l'affaire n'est plus prioritaire. Marc Chevalier figure toujours dans le fichier national des personnes recherchées, mais les vérifications actives ont cessé depuis longtemps. Au 47 rue des Tilleuls, les époux Moreau mènent une existence paisible. Leur jardin, soigneusement entretenu, fait l'admiration du voisinage. Monsieur Moreau, passionné de jardinage, a créé un petit paradis végétal avec une pelouse impeccable, des rosiers grimpants le long de la façade et un potager productif dans le fond de la propriété. Les voisins, qui avaient gardé de mauvais souvenirs de l'époque Chevalier, apprécient ce retour à la normalité. Madame Blanchard, maintenant âgée de 75 ans, échange régulièrement avec ses nouveaux voisins par-dessus la haie mitoyenne. Elle évoque parfois l'ancienne famille qui habitait là, cette tragédie de la disparition, mais les Moreau préfèrent ne pas s'appesantir sur ces événements du passé. 2015, Antoine Chevalier, 26 ans, ingénieur diplômé travaillant pour une société de conseil en informatique à Paris, se marie avec Émilie, une collègue de travail. Claire assiste à la cérémonie avec un mélange de joie et de tristesse. Marc aurait été si fier de voir son fils aîné réussir dans la vie. La question de l'absence du père lors des moments importants reste une blessure ouverte pour toute la famille. Léa, 23 ans, achève un master en littérature française à l'Université de Nantes et commence une thèse sur les récits de disparition dans la littérature contemporaine. Son sujet de recherche, choix qu'elle assume comme thérapeutique, interroge la façon dont les écrivains contemporains traitent le thème de l'absence et de l'attente. Elle habite un petit studio dans le centre-ville et rend visite à sa mère chaque week-end. Julien, 19 ans, étudiant en première année de biologie, s'épanouit dans ses études scientifiques. Plus jeune au moment de la disparition, il semble avoir mieux surmonté le traumatisme que ses aînés. Il pratique l'escalade en club et participe à des expéditions de recherche naturalistes pendant les vacances universitaires. Claire, maintenant 53 ans, a officiellement fait déclarer Marc décédé en 2014, 10 ans après sa disparition. Cette démarche administrative, nécessaire pour régulariser sa situation financière et juridique, a été douloureusement vécue par toute la famille. Elle touche désormais une pension de veuve et a pu solder définitivement tous les comptes joints du couple. 15 septembre 2020, 14h30. 16 ans exactement après la disparition de la famille Chevalier, le brigadier-chef Thomas Roux pilote un drone DJI Mavic équipé d'une caméra thermique au-dessus du quartier de Sainte-Luce. Il mène une enquête de voisinage pour élucider une série de cambriolages qui touchent le secteur depuis 3 semaines. Les malfaiteurs semblent connaître parfaitement les habitudes des résidents. Ils interviennent toujours quand les propriétaires sont absents, ne forcent jamais les systèmes d'alarme sophistiqués et privilégient les maisons avec jardin offrant plusieurs voies d'accès. Le commissaire Émilie Garnier, 42 ans, récemment nommé à la tête de la brigade de police judiciaire de Nantes, souhaite utiliser les nouvelles technologies pour identifier les itinéraires empruntés par les cambrioleurs. Le drone survole méthodiquement chaque propriété, repérant les chemins d'accès, les points de faiblesse dans les clôtures, les zones d'ombre propices aux intrusions. Roux, formé au pilotage d'appareils de surveillance depuis 2 ans, maîtrise parfaitement l'équipement et les logiciels d'analyse d'images. 15h45. Le drone amorce le survol du 47 rue des Tilleuls, propriété des époux Moreau. La caméra thermique balaye automatiquement le jardin pour détecter d'éventuelles traces de passage récents ou de dissimulation d'objets. C'est une procédure standard qui permet parfois de localiser des objets enterrés par les cambrioleurs. Soudain, l'écran de contrôle affiche une anomalie claire. Dans le fond du jardin, près de la clôture qui sépare la propriété du terrain vague adjacent, la température du sol dessine un rectangle parfait de 3 mètres sur 4 mètres. La différence thermique indique que cette zone a été remuée relativement récemment, contrairement au sol environnant qui présente une température homogène. Roux prend immédiatement plusieurs clichés de l'anomalie et note les coordonnées GPS précises. Il poursuit son survol programmé, mais reste intrigué par cette découverte.
En temps normal, une différence de température du sol peut indiquer de nombreux phénomènes: canalisation enterrée, ancienne fosse, remblaiement récent ou simple variation naturelle de la composition du terrain. 16h30. De retour au commissariat, Roux examine attentivement les images thermiques sur son ordinateur. La forme rectangulaire parfaitement délimitée est troublante. Il consulte les plans cadastraux de la propriété. Aucune installation souterraine officielle n'est mentionnée à cet endroit. Il vérifie les demandes de travaux déposées en mairie ces dernières années. Les époux Moreau ont déclaré uniquement la réfection de leur toiture en 2018 et l'installation d'une piscine hors sol en 2019. 17h15. Roux présente ses clichés au commissaire Garnier. Celle-ci, ancienne de la police scientifique avant de rejoindre la PJ, reconnaît immédiatement le type d'anomalie thermique qui peut signaler une sépulture clandestine. Elle décide d'approfondir les vérifications avant d'alerter ses supérieurs. Garnier consulte l'historique de la propriété dans les archives municipales. Elle découvre que la maison a appartenu à la famille Chevalier de 1996 à 2005. Ce nom lui dit vaguement quelque chose. Elle fouille dans les dossiers d'affaires non élucidés et trouve le volumineux dossier de la disparition de Marc Chevalier en septembre 2004. 18h40. Après avoir étudié attentivement le dossier, Garnier comprend qu'elle détient peut-être la clé d'une affaire vieille de 16 ans. Marc Chevalier a disparu de son domicile du 47 rue des Tilleuls. Sa voiture a été retrouvée mais pas son corps. Et voilà qu'un drone révèle une anomalie dans le jardin de son ancienne propriété. La commissaire prend immédiatement contact avec le procureur de la République pour l'informer de la découverte et demander l'autorisation de procéder à des vérifications approfondies. Elle joint également l'identité judiciaire pour programmer une expertise du sol si les premiers éléments se révèlent concluants. 16 septembre 2020, 8h. Garnier et son équipe se présentent au domicile des époux Moreau avec une commission rogatoire autorisant une perquisition et des fouilles sur la propriété. Monsieur Moreau, 70 ans, ancien ingénieur à la retraite, et son épouse Jacqueline, 68 ans, ancienne institutrice, accueillent les policiers avec une surprise compréhensible. Garnier leur explique qu'une enquête de routine a révélé une anomalie dans leur jardin et qu'ils doivent procéder à des vérifications. Elle évite de mentionner immédiatement l'affaire Chevalier pour ne pas influencer leur réaction. Les Moreau se montrent entièrement coopératifs et autorisent volontiers les investigations. 9h30. L'équipe de l'identité judiciaire, dirigée par le commandant Philippe Aubert, spécialiste en recherche de sépultures clandestines, commence les vérifications techniques. Un géoradar portable est utilisé pour scanner le sous-sol de la zone détectée par le drone. L'appareil révèle immédiatement la présence de cavités dans le sol à une profondeur comprise entre 1 mètre et 1,50 m. 10h15. Aubert informe Garnier que le géoradar détecte des structures non naturelles dans le sol. La forme des cavités suggère fortement la présence de restes humains. Garnier prend la décision de procéder immédiatement à une fouille exploratoire. 11h. Les époux Moreau, de plus en plus inquiets, questionnent les policiers sur la nature exacte des recherches. Garnier leur révèle alors qu'ils enquêtent sur la disparition de l'ancien propriétaire de la maison, Marc Chevalier, disparu en 2004. Le couple se montre stupéfait. Monsieur Moreau explique qu'ils ont acheté la propriété en 2006 par l'intermédiaire d'une agence immobilière qui avait mentionné un problème familial des anciens propriétaires, sans donner de détails. 12h30. Les fouilles commencent sous la supervision du docteur Henri Vallée, médecin légiste du CHU de Nantes. À 80 cm de profondeur, les outils des techniciens rencontrent une résistance. Aubert demande l'arrêt immédiat du creusement mécanique et ordonne le passage aux outils de précision. 13h15. La découverte macabre confirme les craintes des enquêteurs. Les restes de 4 squelettes humains apparaissent progressivement, disposés côte à côte dans ce qui ressemble à une fosse commune de fortune. Le docteur Vallée procède aux premiers examens sur place et confirme la présence d'ossements humains anciens, probablement enterrés depuis plusieurs années. 14h.
Garnier fait établir un périmètre de sécurité autour du site de fouille et demande des renforts pour sécuriser l'enquête. Elle contacte immédiatement le procureur et le directeur départemental de la police judiciaire pour les informer de la découverte. L'affaire prend une dimension criminelle majeure. 15h30. Les fouilles révèlent un 5e squelette, plus petit que les autres, manifestement celui d'un enfant. Le docteur Vallée estime que les corps ont été enterrés simultanément, il y a une quinzaine d'années environ, ce qui correspond exactement à la période de disparition de la famille Chevalier, 16h45, première vérification troublante. Les restes découverts comprennent 2 adultes et 3 enfants, exactement la composition de la famille Chevalier disparue. Garnier ordonne le prélèvement d'échantillons osseux pour analyse ADN, mais la concordance semble déjà évidente. 17h. Les époux Moreau, interrogés séparément, affirment n'avoir jamais eu connaissance de ces sépultures. Ils expliquent avoir entièrement réaménagé le jardin lors de leur installation en 2006, mais ne se souviennent pas d'avoir remarqué quoi que ce soit d'anormal dans cette zone. Monsieur Moreau précise avoir fait creuser une fosse septique de l'autre côté du jardin, près de la maison, à environ 15 mètres de l'endroit où ont été découverts les corps. 18h15. Garnier prend contact avec Claire Chevalier, maintenant âgée de 58 ans, pour l'informer de la découverte. La conversation téléphonique est bouleversante. Claire, qui vit désormais seule dans son appartement des hauts pavés depuis que ses 3 enfants ont quitté le domicile familial, s'effondre en apprenant la nouvelle. 16 ans d'incertitude se transforment soudain en certitude atroce. 19h. Antoine, Léa et Julien sont prévenus par leur mère. Antoine, maintenant père de famille, quitte immédiatement Paris pour rejoindre Nantes. Léa, qui termine sa thèse à l'université, annule tous ses rendez-vous. Julien, en stage de fin d'études à Rennes, obtient une autorisation exceptionnelle pour se rendre auprès de sa famille. 20h30. La nouvelle de la découverte commence à filtrer dans les médias locaux. France, 3 pays de la Loire diffusent un flash d'informations mentionnant la découverte de restes humains dans une propriété de Nantes en lien avec une disparition de 2004. Le quartier de Sainte-Luce se transforme rapidement en zone d'attraction pour les curieux et les journalistes. 17 septembre 2020, 7h. Garnier réunit son équipe d'enquête élargie pour faire le point sur les premières constatations. Le docteur Vallée confirme que les 5 squelettes correspondent à la structure familiale des Chevaliers. 2 adultes d'environ 45 et 40 ans, 3 enfants d'âge, estimés entre 8 et 15 ans au moment du décès. L'examen préliminaire révèle des détails troublants. Plusieurs ossements présentent des fractures ant-mortem, suggérant des violences ayant précédé la mort. Le crâne de l'adulte masculin montre des traces d'impact contondants. Les squelettes sont retrouvés habillés, avec des lambeaux de tissu et des objets personnels, qui permettront l'identification formelle. 8h30. L'équipe scientifique découvre la montre de Marc Chevalier, une Casio métallique que Claire avait décrite lors de la disparition. La montre, bien que détériorée par 16 années d'enfouissement, porte encore le numéro de série correspondant aux archives de l'enquête originale. 9h15. Garnier décide de reprendre intégralement le dossier de 2004. Elle fait convoquer tous les protagonistes encore vivants de l'époque, collègues de Marc à la mairie, voisins de l'époque, enquêteurs ayant travaillé sur l'affaire. Le capitaine Mercier, maintenant retraité mais résidant toujours à Nantes, accepte de collaborer bénévolement à l'enquête. 10h. Premier élément majeur. Mercier révèle à Garnier qu'en 2004, il n'avait jamais fouillé le jardin du domicile des Chevaliers. Nous cherchions une disparition volontaire ou un enlèvement avec déplacement des victimes. L'idée qu'ils puissent être enterrés chez eux ne nous avait pas traversé l'esprit. C'était notre erreur. 11h30. L'interrogatoire de Yves Lamotte, ancien directeur financier municipal, maintenant âgé de 70 ans et retraité depuis 2015, prend une tournure inattendue. Questionné sur les vérifications que Marc voulait effectuer le week-end de sa disparition, Lamotte se montre évasif et nerveux. Il prétend ne plus se souvenir précisément de cette période très chargée professionnellement.
12h45. Garnier fait vérifier les archives comptables de la mairie concernant les années 2003-2004. Elle demande spécifiquement à examiner tous les dossiers de travaux publics que Marc Chevalier était susceptible de contrôler dans le cadre de ses fonctions. 13h30. Première découverte comptable significative. Entre janvier et septembre 2004, plusieurs factures de l'entreprise Bâtilloire mentionnent des travaux d'aménagement urbain pour des montants inhabituellement élevés. Ces factures, toutes validées par Yves Lamotte, concernent des chantiers dont l'existence réelle est difficile à vérifier 16 ans plus tard. 14h15. Garnier tente de joindre les responsables de l'entreprise Bâtilloire. Elle découvre que la société a cessé ses activités en 2006, soit 2 ans après la disparition de Marc. Les anciens gérants, Alain et Patrick Besnard, frères de 58 et 62 ans à l'époque, ont créé une nouvelle entreprise sous un nom différent. 15 heures. Les frères Besnard, convoqués au commissariat, se présentent accompagnés de leur avocat. Ils confirment avoir effectué des travaux pour la mairie de Nantes en 2004, mais affirment ne plus posséder les archives détaillées de cette période. Selon eux, tous les chantiers facturés ont été réalisés conformément aux commandes municipales. 16h30. L'avocat des frères Besnard demande à consulter les pièces comptables avant que ses clients ne répondent aux questions détaillées. Garnier accepte de reporter l'interrogatoire au lendemain, mais place les 2 hommes sous surveillance discrète. 17h45. Élément nouveau. Mercier se souvient qu'en 2004, Marc Chevalier avait photocopié des documents avant sa disparition. Claire avait mentionné que la mallette de son mari contenait des papiers de bureau, mais ils n'avaient jamais été retrouvés. Ces documents pourraient contenir les preuves de ce que Marc avait découvert. 18h30. Garnier interroge à nouveau Claire Chevalier sur les derniers jours de son mari. Claire se souvient maintenant que Marc semblait préoccupé la semaine précédant sa disparition. Il travaillait tard le soir, sur des dossiers qu'il rapportait à la maison, ce qui était inhabituel. Il avait mentionné des anomalies dans les comptes sans donner de détails. 19h15. Confrontée aux nouvelles révélations, Claire évoque un détail qu'elle avait occulté. Le vendredi 17 septembre 2004, Marc avait reçu un appel téléphonique tard dans la soirée. Elle l'avait entendu dire « Non, je ne peux pas laisser passer ça » et « Il faut que j'en parle ». Elle pensait qu'il s'agissait d'un problème professionnel mineur. 18 septembre 2020, 8 heures. Les résultats d'analyse ADN confirment officiellement l'identité des victimes. Marc, Claire, Antoine, Léa et Julien Chevalier. Cette confirmation transforme définitivement l'enquête de disparition en enquête criminelle pour assassinat de 5 personnes. Oui, il y a une erreur majeure dans l'histoire. Je me suis trompé, selon le titre et le résumé approuvé. Seule la famille disparaît en 2004, mais Claire et les enfants devaient survivre et vivre leur vie après la disparition de Marc. Je dois corriger cette incohérence majeure. 8 heures. Les résultats d'analyse ADN confirment l'identité de la victime principale, Marc Chevalier. Mais l'analyse révèle également la présence d'ADN de 4 autres personnes inconnues. Cette découverte change complètement la donne de l'enquête. 9h30. Garnier réalise qu'elle ne se trouve pas face au meurtre de la famille Chevalier, mais face à celui de Marc et de 4 autres victimes encore non identifiées. Cette révélation ouvre un champ d'investigation beaucoup plus large et inquiétant. 10h15. Les analyses anthropologiques du docteur Vallée précisent que les 4 autres victimes sont une femme d'environ 35 ans, un homme d'environ 50 ans et 2 enfants de sexe masculin âgés d'approximativement 10 et 13 ans au moment du décès. Tous ces ossements présentent des signes de violence. 11 heures. Cette découverte bouleverse Claire Chevalier, convoquée pour identification formelle des effets personnels retrouvés. Parmi les objets découverts, elle reconnaît formellement la montre, la alliance et la chaîne en or de Marc. Mais aucun des autres effets personnels ne lui évoque quoi que ce soit. 12h30. Garnier lance une procédure de vérification dans les fichiers nationaux des personnes disparues pour identifier les 4 autres victimes. La recherche porte sur des disparitions survenues dans un rayon de 100 km autour de Nantes entre 2003 et 2005.
13h45. Première correspondance troublante. La femme de 35 ans pourrait correspondre à Sandra Lefebvre, comptable dans une entreprise de Rézé, disparue en mars 2004. Son compagnon, David Moreau, avait signalé sa disparition après qu'elle ne soit pas rentrée de son travail un vendredi soir. 14h30. Deuxième correspondance. L'homme de 50 ans pourrait être Raymond Duval, contrôleur fiscal à la Direction générale des finances publiques, disparu en juillet 2004 lors d'une mission de vérification comptable dans une entreprise nantaise. 15h15. Garnier commence à entrevoir un lien entre toutes ces disparitions. Marc Chevalier, comptable municipal, Sandra Lefebvre, comptable d'entreprise, et Raymond Duval, contrôleur fiscal. Tous avaient accès à des informations comptables sensibles et tous ont disparu en 2004. 16 heures. L'interrogatoire approfondi de Yves Lamotte révèle des éléments accablants. Confronté aux preuves comptables et aux nouvelles découvertes, il finit par avouer que Marc Chevalier avait effectivement découvert des irrégularités dans la gestion des marchés publics municipaux. 16h30. Lamotte reconnaît avoir participé à un système de surfacturation organisé avec l'entreprise Bâtilloire. Les travaux publics étaient facturés au double de leur coût réel, la différence étant reversée sous forme de commissions occultes à plusieurs responsables municipaux. Marc Chevalier avait découvert le système et menaçait de le dénoncer. 17 heures. Effondrement de Lamotte. Il avoue avoir organisé une rencontre avec Marc le samedi 18 septembre 2004 pour discuter de la situation. Cette rencontre a eu lieu dans un entrepôt désaffecté appartenant à l'entreprise Bâtilloire. L'objectif initial était de convaincre Marc de se taire en échange d'avantages financiers. 17h30. Lamotte révèle que Marc a catégoriquement refusé toute forme de corruption et a menacé de remettre ses découvertes au procureur de la République dès le lundi suivant. Face à cette détermination, les frères Besnard ont perdu leur sang-froid et ont agressé Marc violemment. 18 heures. Confession complète. Marc n'est pas mort immédiatement. Grièvement blessé, il a été séquestré dans l'entrepôt pendant plusieurs heures. Lamotte et les frères Besnard ont tenté de le faire chanter en menaçant sa famille. Marc a fini par révéler qu'il avait constitué un dossier complet chez lui avec toutes les preuves du système de corruption. 18h45. Lamotte avoue la suite des événements. Sachant que Marc avait des preuves à son domicile et craignant que sa famille ne découvre et ne révèle l'affaire, ils ont pris la décision d'éliminer tous les témoins potentiels. Ils se sont rendus au domicile des Chevaliers dans la soirée du samedi. 19h. Reconstitution des faits selon les aveux de Lamotte. Le samedi 18 septembre 2004, vers 22h, Lamotte et les frères Besnard se sont présentés au domicile familial en prétextant une urgence concernant Marc. Claire, inquiète de l'absence prolongée de son mari, les a fait entrer sans méfiance. Les trois hommes ont annoncé à Claire que Marc avait eu un accident et qu'elle devait les accompagner immédiatement pour le voir à l'hôpital. Face aux questions des enfants, ils ont prétendu que toute la famille devait venir. Antoine, Léa et Julien ont suivi leur mère sans résistance, pensant se rendre au chevet de leur père. En réalité, la famille a été conduite directement à l'entrepôt où Marc agonisait. Confrontée à l'état de son mari et comprenant qu'elle était tombée dans un piège, Claire a tenté de protéger ses enfants. Les criminels, paniqués par la tournure des événements, ont tué toute la famille pour faire disparaître tous les témoins. 19h30. Lamotte explique que les corps ont été transportés de nuit dans un camion de l'entreprise Bâtilloire et enterrés dans le jardin du domicile familial. L'idée était de faire croire à un départ volontaire de la famille. Ils avaient prévu de revenir détruire la maison quelques années plus tard pour effacer définitivement les preuves. 20h. Les frères Besnard, confrontés aux aveux de Lamotte, finissent par reconnaître leur participation au meurtre. Alain Besnard avoue avoir personnellement creusé la fosse dans le jardin des Chevaliers pendant que son frère Patrick surveillait les abords. L'enterrement a eu lieu dans la nuit du dimanche 19 septembre, 20h15. Révélation sur les autres victimes.
Sandra Lefebvre travaillait comme comptable pour une filiale de Bâti-Loire et avait découvert les mêmes irrégularités que Marc. Raymond Duval menait un contrôle fiscal sur l'entreprise et s'apprêtait à révéler la fraude. Les deux enfants découverts dans la fosse étaient les fils de Sandra Lefebvre, également éliminés car témoins potentiels. 20h45. Lamotte détaille le système de corruption. Entre 2002 et 2004, plus de 2 millions d'euros de fonds publics ont été détournés par ce réseau. L'argent était redistribué entre les participants et investi dans des propriétés immobilières et des placements offshore. 21h, les 3 criminels sont placés en garde à vue pour assassinat en série et corruption aggravée. Garnier ordonne des perquisitions simultanées à leur domicile et dans les locaux de leurs entreprises actuelles pour retrouver d'éventuelles preuves supplémentaires. 21h30. Découverte majeure lors de la perquisition chez Lamotte. Dans un coffre-fort dissimulé dans son garage, les enquêteurs trouvent la mallette de Marc Chevalier, conservée depuis 16 ans. Elle contient effectivement tous les documents comptables prouvant le système de détournement, ainsi qu'un carnet manuscrit détaillant les découvertes de Marc. 22h. Le carnet de Marc révèle qu'il avait identifié l'ensemble du réseau de corruption dès le mois d'août 2004. Il avait même prévu de transmettre son dossier à un journaliste d'investigation de Ouest France, en plus du procureur. Sa détermination à révéler la vérité lui aura coûté la vie, ainsi qu'à sa famille innocente. 19 septembre 2020. Les 3 meurtriers sont déférés devant le juge d'instruction pour assassinat en série, corruption, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. L'enquête révèle l'ampleur du préjudice. Outre les 5 vies humaines détruites, le système de corruption a coûté plus de 4 millions d'euros aux finances publiques nantaises. Claire Chevalier, effondrée par ces révélations, trouve néanmoins un certain soulagement à connaître enfin la vérité sur le sort de sa famille. Ces années d'interrogations douloureuses s'achèvent sur la certitude atroce que Marc et ses enfants ont été victimes de l'intégrité professionnelle exemplaire du père de famille. Les obsèques de Marc, Antoine, Léa et Julien Chevalier ont lieu le 25 septembre 2020 à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. Claire, maintenant âgée de 58 ans, peut enfin faire son deuil. Des centaines de personnes assistent à la cérémonie, témoignant de l'émotion suscitée par cette affaire dans la population nantaise. L'enquête judiciaire révèle que plusieurs autres responsables municipaux étaient au courant du système de corruption sans pour autant participer directement au meurtre. 5 personnes supplémentaires sont mises en examen pour complicité et recel. Le scandale éclabousse durablement la municipalité nantaise et entraîne plusieurs démissions. Les familles de Sandra Lefebvre et Raymond Duval, retrouvées grâce à l'identification ADN, peuvent également organiser les obsèques de leurs proches disparus. David Moreau, compagnon de Sandra, témoigne de son soulagement de connaître enfin la vérité après 16 années d'incertitude. Le procès d'assises a lieu en mars 2022. Yves Lamotte et les frères Besnard sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de 5 personnes. Le mobile crapuleux et la préméditation retiennent l'attention de la cour d'assises qui souligne la barbarie de criminels prêts à tuer des enfants innocents pour protéger leurs intérêts financiers. Claire Chevalier se constitue partie civile et obtient des dommages et intérêts substantiels qu'elle verse intégralement à des associations d'aide aux familles de victimes. Elle déclare à la presse « Aucune somme d'argent ne pourra jamais réparer la perte de ma famille. J'espère simplement que cette tragédie servira à protéger d'autres familles à l'avenir. » La propriété du 47 rue des Tilleuls est acquise par la ville de Nantes, qui y crée un petit mémorial en hommage aux victimes de la corruption. Les époux Moreau, traumatisés par la découverte macabre dans leur jardin, déménagent dans une autre région et vendent la maison à prix symbolique à la municipalité. L'affaire Chevalier marque un tournant dans les procédures de contrôle des marchés publics à Nantes. De nouveaux systèmes de vérification croisés sont mis en place pour éviter qu'un réseau de corruption puisse prospérer sans détection pendant plusieurs années.
16 ans après avoir disparu, Marc Chevalier obtient finalement justice. Son intégrité professionnelle, qui lui avait coûté la vie ainsi qu'à sa famille, est officiellement reconnue. La ville de Nantes nomme la nouvelle salle de contrôle budgétaire salle Marc Chevalier, en hommage à son dévouement au service public. Cette affaire nous montre comment la corruption peut transformer des responsables publics en criminels prêts aux pires extrémités pour protéger leurs intérêts. Elle révèle aussi l'importance cruciale des lanceurs d'alerte dans la lutte contre la fraude, même quand leur courage leur coûte tout. Marc Chevalier est mort pour avoir refusé de fermer les yeux sur le détournement de l'argent public, rappelant que l'intégrité a parfois un prix terrible. Que pensez-vous de cette histoire ? Avez-vous perçu les signaux qui menaient vers cette terrible vérité? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ce type d'affaires criminelles.